Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Je continue ce que nous avions commencé la semaine dernière en parlant d'Héraclite, de l'homéostasie du monde, c'est-à-dire l'équilibre, bien entendu. Et voici la suite aujourd'hui, en vous disant dès à présent Hanouka Saméar. Mais qui renverse les dictatures et guérit la société? Héraclite, donc, qui nous a intéressés, le philosophe grec, a vécu dans une période traditionnelle. Il croyait que l'histoire était gouvernée par la volonté du ciel et non par la volonté de l'humanité. Cet ordre cosmique, qui est un pour toute chose, n'a pas été créé, ni par les dieux, ni par l'homme. Il a toujours été, et il est, et il sera. Voilà une déclaration qui lui est attribuée. En d'autres termes, les conflits, les luttes et les guerres servent les cieux quand ils viennent équilibrer le monde en déséquilibre ou faire avancer l'histoire, mais ne sont pas des outils destinés à servir les seuls êtres humains. Un exemple de ce principe se trouve dans la doctrine d'Israël, celle du peuple élu, qui donne une interprétation théiste au développement de l'histoire et suppose que Dieu est l'auteur de la pièce présentée sur la scène de l'histoire et non les êtres humains qui n'en sont que les outils. Malgré cela, l'une des questions qui préoccupait les humains était de savoir si la légitimité qui avait été découverte pouvait être utilisée pour comprendre le processus du progrès de l'histoire. Si nous le comprenons, nous pouvons peut-être même le prédire, penserait-on. Celui qui admirait le grec Héraclite était le philosophe allemand Friedrich Hegel. Il vécut la fin du XVIIIe, début du XIXe. Il soutenait que la philosophie du grec ancien était encore très pertinente, même à la fin du siècle des Lumières dans lequel il vivait. L'adoration n'est pas un mot à exagérer ici. Hegel était d'accord avec Héraclite sur le fait qu'il n'y a pas un seul aspect du monde naturel ou social qui devrait être traité comme fixe ou statique. La réalité est un processus continu de changement dans tous les aspects dans lesquels l'homme opère. La philosophie d'Héraclite, écrit Hegel, n'est pas quelque chose qui est passé de mode ou qui n'est plus dans ce monde. Son principe est essentiel, il est au cœur de ma logique, dit-il. Quel est donc ce principe essentiel? L'unité des contraires, écrivit Hegel, qu'il qualifie ce principe essentiel de principe universel. À partir de ce principe universel, Hegel a développé toute une philosophie dans laquelle le trait le plus important est la dialectique, qui deviendra la dialectique de l'histoire. C'est un progrès qui se fait par des opposés complémentaires. Le philosophe l'utilise comme une méthode pour comprendre l'histoire du monde. Si les Chinois parlaient du principe dans le contexte du maintien de la santé corporelle, vous vous rappelez, yin et yang, et de la création d'une vie harmonieuse avec la nature et le monde, et si Héraclite parlait du principe qu'il reconnaissait dans tous les aspects de la création, Hegel est venu et a utilisé ce même principe pour développer une méthode historiciste de compréhension du monde. L'historicisme, tel que défini par le philosophe Karl Popper dans l'un de ses ouvrages, est une position qui caractérise le philosophe qui tente de comprendre le sens de la pièce présentée sur la scène de l'histoire. Il essaiera de comprendre les lois du développement historique. S'il y parvient, il peut bien sûr prédire ce qui va arriver. Ensuite, il pourra remettre la politique sur des bases solides et nous donner des conseils pratiques en nous indiquant quelles actions politiques sont susceptibles de réussir et lesquelles échoueront. Comme nous l'avons mentionné, Héraclite croyait en l'historicisme théiste, selon lequel le ciel détermine le cours de l'histoire et désignait la loi de l'univers selon laquelle elle a été faite. Nous les humains n'avons aucune capacité de comprendre la sagesse cachée dans le progrès de cette histoire. Hegel, d'autre part, croyait que nous pouvions comprendre le plan par lequel opère ce que l'on appelle l'esprit, l'âme, la conscience
au niveau des êtres humains, de Dieu, de la providence suprême au niveau de la religion. Selon son historicisme, l'histoire est une sorte de grande logique dialectique de renversement dont la direction est le progrès. Une manière qui nous fait entendre que nous sommes là à l'opposé de Platon qui parlait de dégénérescence ou de décomposition du monde. Et dans cette direction qu'est le progrès, son but ultime est d'amener le monde à la perfection. La direction de l'histoire va vers une cause finale qui se réalise elle-même et se réalise en elle-même, a écrit Hegel. Chaque étape du progrès de l'histoire soutient le philosophe, contient les étapes précédentes qui en sont la base, mais elle les éclipse à mesure qu'elle s'approche de la perfection. Comme nous l'avons dit, il ne s'agit pas d'un progrès en ligne droite vers la perfection, mais d'un progrès dialectique dans lequel les opposés qui composent la société changent constamment, évoluent vers la dernière étape à travers cette rencontre, ce face-à-face. La perfection de la raison, qui est le summum de tout développement réalisé, Hegel soutient que si vous voulez comprendre ou prédire la direction de ce progrès par opposition à l'approche d'Héraclite selon laquelle c'est une chose cachée, donc si vous essayez de vouloir savoir ou du moins en acquérir des connaissances, vous devrez étudier l'histoire de l'histoire ou l'histoire de la raison. Et comme Héraclite d'ailleurs, Hegel ne sont pas toujours pas d'accord, mais beaucoup de points, comme je vous l'ai dit au début, intéressent Hegel chez Héraclite. Donc le philosophe Hegel a adopté la notion que les conflits, guerres, querelles, révolutions étaient une caractéristique récurrente menant à l'avancement de l'histoire. Et comme le grec, Héraclite, il a été critiqué pour encourager le totalitarisme. Pour sa défense, Hegel a expliqué qu'il se considérait comme le philosophe analysant et rendant compte de la société qu'il voyait devant lui. Le philosophe, comme il écrivait, arrive trop tard pour donner des instructions sur la façon dont le monde devrait être. Pourtant, à tout le moins, on peut dire que sa philosophie a jeté les bases nécessaires pour un futur Karl Marx, qui a fait un pas de plus et a soutenu que la caractéristique de l'univers pouvait non seulement comprendre et peut-être prédire le progrès de l'histoire, mais aussi, et non des moindres, la contrôler. Décrire le monde selon Héraclite, ou selon le yin et le yang de la culture chinoise, peut se ressentir comme une approche intuitivement correcte pour comprendre la réalité des choses. Le problème, mes amis, commence en essayant de transformer cette perception en un outil scientifique ou systématique. Une expérience qui certes créera de nombreux problèmes. Pour commencer, l'idée même de changement et de réaction entre deux opposés est difficile à imaginer et à définir. Il est difficile de comprendre ce qui arrive aux opposés lorsqu'ils sont en constante évolution. Un examen scientifique devra arrêter le mouvement de la rivière Héraclite, vous vous rappelez, et observer ces segments statiques vus dans le cadre d'un film pièce par pièce. L'autre problème est la découverte même des contraires dans la société. Un processus qui implique l'imagination et un haut niveau d'abstraction. Il est facile d'imaginer un univers constitué d'une collection organisée et limitée de particules de différentes tailles, ou d'imaginer un système fermé constitué d'éléments que nous avons définis. Mais difficile d'imaginer une société humaine où, à côté des structures sociales, des institutions et des pratiques économiques, il y a des croyances, des influences politiques et intellectuelles. L'analyse d'une telle société est un processus abstrait, affecté par d'innombrables facteurs de changement. L'approche dialectique laisse beaucoup de place à l'imagination. Il laisse également place, je dirais, à la discrétion et
au calendrier de ceux qui l'utilisent. Quand je dis calendrier, c'est-à-dire quels sont vos projets. Donc il est livré à la discrétion de celui qui l'analyse, mais aussi au projet préconçu par celui qui analyse. Il est également important de se rappeler que tout ce qui est en conflit avec quelque chose n'est pas nécessairement le contraire. Le monde social est composé d'innombrables forces en conflit qui ne sont pas opposées. Imaginez deux personnes qui se heurtent ou se disputent, ou des forces militaires prises dans un incident de tir, de nombreuses collisions entre astéroïdes où divers objets se produisent également dans l'espace. Ils ne sont pas nécessairement opposés. Les forces opposées sont-elles définies comme celles nécessaires à la formation d'un processus particulier, mais aussi à sa destruction, comme le rapport entre le feu et l'eau, ou lorsque l'analyse de l'un d'eux nécessite l'attention d'une autre en tant que force qui lui est opposée et nécessaire pour l'attaquer. Par exemple, pour définir qui est riche, il est nécessaire de définir qui est pauvre. Hegel a utilisé le célèbre exemple de maître et de serviteur. L'idée était de dire que maître est une entité qui ne peut être définie ou décrite qu'à travers un concept qui a la signification opposée. Serviteur. Sans serviteur, pas de maître. Sans maître, pas de serviteur. Cela nous laisse sur notre faim. On se retrouvera la semaine prochaine. Shalom, shalom. Leitraot Chanukah Sameach.